Bienvenue dans un nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast pour te préparer au bac de SES et te préparer efficacement aux épreuves de fin d'année. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi un nouveau podcast sur la crise du Covid, parce que le Covid, c'est un sujet qui est super important. Et je voulais voir avec toi comment la crise sanitaire a tout changé, que ce soit en économie ou même dans la société. Allez, salut à toi. Aujourd'hui, je te propose un épisode encore un peu spécial. On va parler dans un moment ce que tu as sans doute vécu, puisque tu as traversé la crise du Covid, ou en tout cas ce dont tu as au moins entendu parler tous les jours pendant plusieurs années durant la crise du Covid-19. Ici, on va surtout l'observer avec notre vision un petit peu d'SES, de sciences sociales et d'économie, parce que tu vas voir que cette pandémie, au-delà du drame sanitaire qu'elle a généré, elle a également été un révélateur économique et sociologique immense. Elle a mis en lumière plein de choses qu'on va étudier dans nos cours de SES, notamment les inégalités sociales, le rôle de l'État dans l'économie et dans la société, le fondement du marché du travail et comment s'organise et s'articule le travail, les liens sociaux, qu'ils soient à l'intérieur de la famille ou sur le travail, et les mécanismes de solidarité. Donc bref, il y a plein de notions, on en passe beaucoup, mais il y a plein de notions d'SES qui peuvent se rattacher à ce sujet-là. Alors installe-toi bien parce qu'on va prendre le temps de plonger dans tous ces sujets ensemble. Tu vas voir que tout ce que tu as appris en SES, ça va prendre un sens très concret sur ce sujet. Déjà, un peu de contexte. Le Covid-19, il débarque en décembre 2019, donc en fin 2019, début 2020, en Chine, et il se répand à une vitesse folle. En mars 2020, c'est quasiment toute la planète qui se retrouve confinée. École fermée, magasins fermés, transport complètement arrêté, le travail passe à distance, le masque devient obligatoire, donc on a des mesures sociales qui sont mises en place, et bien sûr on a des hôpitaux surchargés. Le choc, il est énorme, et très vite on comprend que c'est pas seulement une crise sanitaire, ça va devenir une crise économique, une crise sociale, peut-être la plus brutale qu'on ait connue depuis ces dernières décennies. Alors commençons d'abord par la partie économie, avec un petit rappel de cours. En SES, tu as vu que l'économie, ça repose sur la production de richesses. Les entreprises produisent des biens et des services, et les ménages les consomment. Et l'État peut intervenir parfois entre les deux. Et bien là, tout s'arrête brutalement du jour au lendemain. Donc on revit un petit peu la chose, et imagine-toi, du jour au lendemain, des pans entiers de l'économie sont mis à l'arrêt, un gros stop. La restauration, l'hôtellerie, la culture, le tourisme, tous ces secteurs qui font vivre des millions de gens sont complètement mis à l'arrêt, complètement stoppés du jour au lendemain. Alors première conséquence directe sur l'économie, c'est une chute du PIB, chute de la croissance économique. Petit rappel, le PIB c'est la richesse produite dans un pays pendant une période donnée. En 2020 en France, le PIB chute de près de 8%, ce qui est colossal par rapport aux années précédentes. À titre de comparaison, pendant la crise financière de 2008, qui était l'une des plus grosses crises financières de la planète, la baisse n'avait été environ que de 2,9%. Même pas la moitié de ce qu'on a vécu pendant le Covid. Donc oui, le choc du Covid, ça a été une vraie crise économique, et on peut vraiment parler d'une crise économique. Mais alors, comment l'État réagit et comment il a réagi durant cette crise? Là, c'est un tournant un peu historique. Deuxième notion importante ici, c'est la politique budgétaire de l'État. Donc comment l'État utilise ses recettes et ses dépenses, ça c'est la politique budgétaire. Et tu sais que quand l'État utilise ses dépenses et ses recettes pour essayer d'influencer l'économie, ça c'est la politique budgétaire. Et là, face à une crise aussi brutale, l'État, il sort le grand jeu. Il met en place ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte. Ça, c'est Macron qui l'a instauré. C'est une phrase emblématique qu'il a dite en mars 2020. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'il allait utiliser l'argent public, donc les politiques budgétaires, pour donner de l'argent pour les hôpitaux, pour les entreprises qui ont fermé, qui ont dû fermer, et de l'argent pour les salariés qui ont été mis en chômage partiel, puisqu'ils ne pouvaient pas se rendre sur leur lieu de travail et ils ne pouvaient pas aller travailler. Et tout ça, ça a été financé par de l'endettement public. À ce moment-là, la priorité, c'est d'éviter une explosion du chômage, premièrement, et un arrêt total de l'économie. Tu as peut-être dans ton entourage quelqu'un qui a été mis en chômage partiel durant cette période. C'est un dispositif qui a été assez exceptionnel, où l'employeur te met en pause, mais l'État continue à te verser une partie de ton salaire. Résultat, alors que l'activité économique s'effondre totalement, le chômage ne décolle pas, autant qu'on aurait pu le craindre. On met un petit peu l'économie en pause.
On voit donc ici tout le poids de l'État-providence dans l'économie. Tu te souviens, l'État-providence, c'est une notion d'SES. C'est cet État qui ne se contente pas de faire juste des lois, mais qui intervient dans l'économie pour protéger notamment les citoyens par l'assurance maladie, la retraite ou le chômage. Et ici, c'est bien l'action sur le chômage qui a été employée. Eh bien, pendant la crise du Covid, on a vécu ce rôle de protection sociale. Il a été mis en œuvre à très grande échelle. Mais c'est cette intervention massive qui pose aujourd'hui une question économique de fond. C'est peut-on endetter l'économie française et l'État français sans avoir de conséquences derrière? Et là, tu peux faire le lien avec le débat entre plutôt les keynésiens et les libéraux. Les keynésiens, inspirés de l'idée de l'économie de Keynes, pensent que l'État doit intervenir en période de crise, quitte à s'endetter pour relancer la machine et éviter du coup le gros de la crise. Les libéraux, eux, craignent que trop d'interventions publiques créent des dettes insoutenables et désorganisent complètement les marchés économiques. C'est un vrai débat et le Covid a relancé cette discussion de manière très concrète avec un exemple concret dans l'économie. Maintenant, regardons l'autre facette de cette crise, plutôt l'aspect social, la société. Et là encore, c'est assez passionnant à observer avec nos outils de SES, notamment en sociologie. Déjà, dès les premiers jours du confinement, il y a un truc qui nous a sauté aux yeux, c'est que tout le monde ne vit pas cette crise de la même manière et n'a pas eu le même vécu de cette crise. Les cadres qui ont un ordinateur portable, qui ont une bonne connexion Internet, avec une maison et un jardin, ils ont pu faire du télétravail tranquillement. Mais les ouvriers, les caissières, les livreurs, les aides-soignants, eux, ils doivent continuer de bosser sur le terrain. On appelle ces personnes-là les premiers de cordée ou les premiers de corvée, en opposition aux premiers de cordée. Et là, en termes sociologiques, c'est très parlant. Tu peux mobiliser ici les notions d'inégalité sociale, de hiérarchie professionnelle et même de groupes sociaux, groupe social. Tu te rends compte, ce sont souvent les métiers les moins valorisés socialement qui ont fait tourner le pays pendant la crise. C'est ce qu'on appelait les métiers un peu essentiels. Et cette crise a permis à beaucoup de gens de reconsidérer la valeur réelle de certains métiers. Est-ce que c'est normal qu'un trader gagne 100 fois plus qu'une infirmière alors que c'est elle qui sauve des vies et qui se met en danger en période de crise? Et puis il y a aussi eu une expérience sociologique un peu inédite, c'est le confinement généralisé de toute la population. Plus de sorties, plus de restaurants, plus de cinéma, plus de potes. Du coup, on a observé des changements très profonds dans la sociologie humaine, notamment un isolement social imposé, une explosion des appels vers les services de soutien psychologique durant cette période, et des difficultés à maintenir le lien social avec des proches, surtout chez les plus âgés. Le lien social, c'est cette notion qu'on étudie en SES et qui est devenue un enjeu central pour nos sociétés. Comment garder une société soudée quand chacun reste enfermé chez soi? Et puis, il y a l'école. Toi, si tu étais au collège ou au lycée à ce moment-là, tu as connu les cours à distance, les visios et les devoirs envoyés par mail. Et là encore, tout le monde n'a pas eu les mêmes chances et la même égalité des chances face à cette crise. Il y avait ceux qui avaient une bonne connexion internet chez eux, des parents pour les aider, un espace calme pour travailler, un bureau, un ordinateur. Et puis il y a ceux qui n'avaient rien de tout ça. Résultat, la crise, elle a creusé les inégalités scolaires. Tu peux ici mobiliser la notion de capital culturel, notamment de Bourdieu. Ce capital culturel, c'est tout ce que tes parents peuvent t'apporter pour réussir à l'école. Du vocabulaire, des habitudes de lecture, du soutien scolaire, du soutien psychologique, etc. Et quand l'école ferme, ceux qui ont du capital culturel prennent encore plus d'avance, puisque du coup, ils sont à 100% basés sur leur capital culturel et ils vont pouvoir avancer beaucoup plus rapidement puisqu'il n'y a plus l'école pour les ralentir. Et en fait, on peut aller encore plus loin dans cette analyse parce que la crise du Covid, c'est aussi l'accélération de certaines mutations économiques et sociales. Prenons par exemple le télétravail. Avant le Covid, c'était encore assez marginal, c'était réservé à certains cadres ou des professions assez spécifiques. Mais pendant le confinement, quasiment un tiers des salariés en France se sont mis à faire du télétravail. Et dans certains secteurs, ça a été presque à 100%. Alors oui, ça a permis de maintenir une partie de l'activité économique, mais ça a aussi complètement transformé notre rapport au travail. On a mélangé vie pro et vie perso puisque tu commençais à avoir ta vie professionnelle sur le lieu de ta vie personnelle. On a connu un phénomène de fatigue numérique et de droit à la déconnexion.
On a connu la solitude face à son travail et l'absence de rapport social via son travail. On a connu la diminution des interactions sociales informelles, plus de pause café, plus d'échanges entre bureaux, etc. D'un point de vue sociologique, cette expérience, elle a ouvert de nouvelles questions. Est-ce qu'on est réellement plus efficace en télétravail? Est-ce qu'on s'épanouit autant en télétravail? Est-ce que notre rapport au travail est le même? Et surtout, est-ce qu'on est tous égaux face à ce mode de travail en fonction des secteurs d'activité et des métiers qu'on pratique? Encore une fois, non, on peut constater que non, pas du tout. Si tu as une grande maison avec une pièce dédiée et que tu as un bureau, tu bosses dans de bonnes conditions, en effet. Et si tu as un studio avec 3 de tes frères et tes sœurs, c'est plus compliqué. Donc le Covid, il a amplifié les inégalités sociales, que tu sois à l'école ou même au travail. Et ça, c'est une transformation importante. Autre transformation majeure, ça a été sur la consommation. Tu te rappelles sûrement des rayons vides au supermarché. Au début du confinement, les gens se ruaient sur les pâtes, le riz, le papier toilette. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est un basculement massif vers le commerce en ligne. Et ça, c'est un peu invisibilisé par les plateformes numériques, mais le basculement a été absolument massif. Amazon, par exemple, a explosé ses ventes au moment du confinement. Et beaucoup de petits commerçants locaux, eux, ont dû fermer sans pouvoir se rattraper. Là, on touche à un phénomène économique clé, la concentration du marché, et presque le quasi-monopole ou l'oligopole. Quand une entreprise domine trop son marché, elle peut capter une grande part de marché ou une grande part de la demande. Et pendant le Covid, les grandes plateformes ont profité à fond de cette situation-là. Et ça soulève un autre débat qu'on traite souvent en SES, c'est la loi de la concurrence sur les marchés économiques. En théorie, la concurrence, elle est censée favoriser plutôt l'innovation, plutôt des prix bas et la qualité éventuellement. Mais quand le marché se concentre trop entre les mains de quelques acteurs, on perd tous ses avantages. Donc la crise du Covid, elle a aussi renforcé le pouvoir de certains géants économiques, de géants de l'économie, notamment les GAFAM. Parlons aussi un peu de mondialisation, puisque tout ça c'est fortement lié. Tu t'en souviens peut-être, au début de la crise, la France n'avait même pas assez de masques pour son personnel médical. Pourquoi? Parce que depuis des années, on avait délocalisé la production de beaucoup de biens essentiels pour les faire fabriquer à moindre coût à l'autre bout du monde. Et surtout parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des Français qui fabriquent des petits masques. Résultat, quand la Chine ferme ses frontières, tout est bloqué et on n'a plus de stock, on n'a plus l'accès à ces produits-là. Là, on voit très bien les limites d'une mondialisation excessive. Et ça a relancé les débats de la souveraineté économique et la nécessité de relocaliser certaines productions stratégiques en France ou sur le territoire national. Tu vois, encore une fois, comment un événement très concret de l'économie peut te permettre de mobiliser toutes les notions de SES, et ça te permet de faire des ouvertures dans tes dissertations et d'amener des exemples très concrets. Maintenant, revenons un instant à la solidarité sociale, une notion qui est fondamentale en sociologie. Pendant la crise, on a vu apparaître plein d'initiatives citoyennes. Des voisins qui faisaient des courses pour des personnes âgées, des groupes d'entraide sur les réseaux sociaux, des entreprises qui fabriquaient gratuitement des masques, du gel hydroalcoolique ou des choses de première nécessité. Tout ça, ce sont des formes de solidarité mécanique et organique, comme le dirait Durkheim. La solidarité mécanique, c'est celle qu'on retrouve dans les sociétés assez traditionnelles, fondées sur la ressemblance. La solidarité organique, elle repose sur la complémentarité des fonctions, et dans notre société moderne, c'est elle qui domine principalement. Mais le Covid, il nous a montré que face à l'urgence, on pouvait retrouver des formes de solidarité plus directes et plus spontanées. Pourtant, paradoxalement, la crise, elle a aussi révélé des tensions sociales très fortes. Tu te rappelles des débats sur le pass sanitaire, sur la vaccination obligatoire et sur les mesures de confinement. Ces débats, ils ont complètement divisé la société. Et ça, c'est une mesure sociologique très forte. Certains criaient même à la dictature sanitaire, d'autres demandaient encore plus de mesures de protection. On avait vraiment une division sociale très forte à ce niveau-là. Et là, sociologiquement, on voit bien que les normes sociales, elles sont pas du tout universelles. Une norme, c'est une règle de comportement, mais pendant la crise, ces règles, elles sont complètement remises en cause. Peut-on sortir voir ses proches? Est-ce qu'on a le droit d'aller voir ses proches et sa famille? Faut-il porter un masque même dehors, même quand on est seul? Est-ce que refuser un vaccin, c'est un droit ou la mise en danger d'autrui? Bon, tous ces débats, ils montrent que les valeurs et les normes, elles sont parfois en conflit fort, surtout dans les périodes de tension sociale. Revenons maintenant un peu sur le rôle de l'État, parce que c'est un point qui est essentiel.
tu as vu que l'État a été omniprésent pendant cette crise. Donc le rôle de l'État est mis en avant pendant les crises, qu'elles soient sociales ou économiques. Et pourtant, on a bien vu ses limites. Le manque de lits dans les hôpitaux, les médecins et les infirmiers qui étaient complètement épuisés, un service public complètement saturé. Pourquoi tout ça? Parce que depuis des années, on avait réduit la dépense publique au nom de l'efficacité budgétaire. Mais là, la crise nous a rappelé que les services publics, c'est pas forcément un luxe, et ce qui tient la société debout en cas de crise, c'est peut-être aussi en partie les services publics. Donc on a vu un retour de l'idée que l'État ne doit pas être seulement un régulateur, mais aussi un acteur économique central, parce qu'en cas de crise, c'est le seul qui peut continuer à faire tourner une partie de l'économie, ou en tout cas des services essentiels. Et puis, dernier point que je veux aborder avec toi, ce sont les jeunes. Parce que toi, si tu m'écoutes, tu fais sûrement partie de cette génération qui a été particulièrement touchée et impactée profondément par cette crise. Tu as connu des cours en ligne, l'isolement, la perte de motivation, le décrochage scolaire, les stages annulés, les galères pour trouver un job étudiant ou pour trouver un logement. Bon, t'as pas été seul, des milliers de jeunes ont vécu la même chose et les chiffres y sont parlants. En 2020, la pauvreté des moins de 25 ans, elle a nettement augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça te concerne? Euh, que la crise a frappé les plus vulnérables, ça c'est sûr et certain. Et chez les jeunes, cette vulnérabilité, elle est souvent économique. Pas encore d'emploi stable, pas forcément de formation ni de stage, mais aussi sociale, puisqu'on a eu moins de réseaux physiques, et plus de dépendance à la famille. Donc, si tu avais un cercle familial, ça allait bien. Si ton cercle familial était pas complet, là, tu as pu souffrir de la crise. Encore une fois, tu peux mobiliser ici des notions de fracture sociale qu'on ressortira de nos cours de SES. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La crise du Covid, ce n'est pas juste un événement du passé, ça a été aussi un laboratoire géant, laboratoire sociologique géant, au moment de toutes les mécaniques économiques et sociales qu'on étudie en SES, ça a été mis à nu pendant cette crise. Cette crise, elle a révélé les limites de la mondialisation, la fragilité de certains secteurs de l'économie, le rôle crucial de l'État dans la protection sociale, notamment en cas de crise, les inégalités sociales qui sont persistantes et qui sont mises en avant par ces crises, et notre besoin profond de lien social, de solidarité et de sens dans l'économie et dans la sociologie de nos sociétés. Et pour toi, élève en SES, cette crise, c'est une mine d'or pour réfléchir à toutes ces notions. Elle te montre que ce que tu apprends en cours, ce n'est pas que de la théorie sèche, c'est du vécu, c'est du concret, c'est du quotidien, et ça va t'impacter tout au long de ta vie. Alors si un jour on te demande à quoi ça sert de connaître les notions de capital culturel, de politique budgétaire, de lien social, tu peux répondre tout simplement à comprendre le monde qui m'entoure, et notamment qu'il y a une crise et que le monde est en train de s'effondrer. Alors, je te laisse réfléchir à tout ça. Tu peux même reprendre ce podcast comme support pour une dissertation, pour une introduction, un oral ou même un exposé. Et surtout, n'oublie pas, la SES, c'est un outil pour comprendre et pour agir sur notre société. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue d'ouvrir l'œil sur tout ce qui t'entoure.